Bonjour mesdames et messieurs, le FC Barcelone a essuyé sa première défaite toute compétition confondue de la saison 2025-2026. Mais le principal ne se situe pas là. Le principal se situe surtout dans le fait qu'on a pu voir à travers cette rencontre-ci des défaillances du système du Barça et du système de Flick. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo analyse. Les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour revenir un petit peu sur les difficultés globales que peut rencontrer actuellement collectivement et surtout sur l'animation défensive le FC Barcelone. Avant de rentrer dans les détails de certaines actions, il est important de préciser et de calmer tout le monde sur le fait que non, le Barça n'est pas actuellement en crise. Parce qu'après cette rencontre contre le PSG, beaucoup de réactions et beaucoup d'inquiétudes autour de ce FC Barcelone. Alors on peut un petit peu tirer la sonnette d'alarme, on peut se poser certaines questions, mais de là à dire que le Barça est en crise alors qu'actuellement on est premier de Liga et qu'on a perdu que notre premier match de la saison et qu'on n'est que début octobre, c'est un petit peu fort de café, comme on le dit. Donc, soyons patients. On a un Barça qui est encore en début de saison. On est sur un Barça qui, lui aussi, avait certains blessés dans cette rencontre. Donc, voilà, calmons-nous un tout petit peu, mais profitons quand même de ce match-ci pour mettre en avant des défaillances collectives qu'on voyait déjà du côté du Barça depuis plusieurs mois. Contre des équipes qui, tactiquement, avaient une vraie opposition, te proposaient quelque chose, le Barça a connu des difficultés depuis 6 mois. On se souvient du Dortmund match retour, on se souvient bien évidemment de l'Inter Milan, et là on a ce Paris Saint-Germain. Alors le Barça met en place un football qu'on a appelé un football à risque, contre des équipes de moyen niveau, de bas niveau, et même haut niveau à certains moments ça passe, mais quand en face de toi tu as une vraie adversité, on remarque à certains moments un petit obstacle pour le FC Barcelone. Et ce qui est positif dans cette défaite, c'est justement ça, qu'elle puisse montrer aux yeux de tout le monde que oui, quand tu as une réelle adversité en face de toi, et encore c'était un PSG bis, le Barça, au bout d'un moment, va avoir un certain blocage et le Barça doit faire des ajustements pour, dans la suite de la saison, lorsqu'il va affronter des équipes qui ont réellement un niveau tactique, ne pas une nouvelle fois être en difficulté face à des problématiques qu'on n'arrête pas de remarquer de plus en plus. Et des problématiques, il peut y en avoir certaines. Mais la principale qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la problématique de l'animation défensive du FC Barcelone. Alors plein de petites problématiques peuvent être évoquées, bien évidemment. La capacité individuelle de tes joueurs défensifs est-elle au niveau dans les 1 contre 1? Ta ligne du hors-jeu, bien évidemment, est une grande question qu'on peut se poser. Mais pour moi, le plus gros des problèmes du Barça, qui va avoir des conséquences et donc qui est la cause principale des autres problèmes qu'on peut entreapercevoir dans cette animation défensive, c'est la problématique du pressing et du contre-pressing. Et pourquoi rencontre-t-on cette problématique du pressing ou du contre-pressing? Selon moi, 3 raisons à cela. Ces 3 raisons sont les suivantes. La première, une incompréhension tactique de la part de certains joueurs. Tout simplement, une mauvaise mise en place tactique de la part de Flick et une mauvaise compréhension de la part de certains joueurs sur comment bien presser et comment bien se situer. La deuxième chose, tout simplement, à certains moments, un manque d'intensité, surtout qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain. Un manque d'énergie qui, début octobre, peut poser à certains moments question. Et le troisième point, bien évidemment, c'est quelque chose dont je vous parle assez souvent, c'est le manque de possession haute et de contrôle du ballon de la part du FC Barcelone. Ces 3 choses sont selon moi les causes et la raison d'un manque d'efficacité du pressing et du contre-pressing du Barça. Et pour défendre mon propos, je vais m'appuyer sur certaines images qu'on a vues justement contre le Paris Saint-Germain pour vous montrer que oui, au niveau du pressing, il y a l'accumulation de ces 3 défauts-ci. En tout premier lieu, là on voit sur cette action, le premier défaut que je vous disais, un problème tout simplement de compréhension tactique de la part du FC Barcelone. Est-ce un défaut de la part de Flick? Est-ce un défaut de la part des joueurs? Je ne sais pas. Mais on se rend bien compte sur cette action qu'il y a un problème. Tout simplement le placement des joueurs. Vous regardez Ruiz, il est tout seul. Regardez le mouvement que fait Frenkie de Jong, il l'aperçoit, il le remarque, et pourtant personne ne va essayer de le prendre. De l'autre côté, Pacho totalement tout seul, Nuno Mendes également tout seul. Alors qu'on a également une densité du Barça qui peut paraître assez sympathique. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui sont présents dans cette zone-ci, contre littéralement 7 joueurs du Paris Saint-Germain. Donc à partir de là, on pourrait se dire que nous aussi, on peut faire corps là-dessus. On n'y arrive pas du tout, et vous voyez la suite de l'action. Passe très facile de Vitinha pour Ruiz, entre les lignes. Cette fois-ci, c'est Dani Olmo qui fait un signe et un mouvement, un geste avec ses bras pour montrer qu'il n'est pas du tout content de ce qui est en train de se passer, mais lui est fautif un petit peu sur l'action. Et ensuite, ça lance l'action facilement pour le Paris Saint-Germain qui a ensuite plein d'espace à partir du moment où la ligne est franchie.
mais au tout départ, il y a un problème. On remarque bien qu'il y a une difficulté du Barça et que soit De Jong, soit Dani Olmo doivent presser Ruiz ou soit Ferran Torres bloquer cette ligne de passe. Autre cas intéressant et qui montre un des gros défauts du FC Barcelone, ça va être cette problématique de gérer défensivement les couloirs adverses. On l'a beaucoup évoqué, le Barça défend avec ses deux ailiers, dans cette configuration-ci, Rashford et Lamine Yamal, qui vont presser dans une zone axiale. La problématique de ça, on l'a déjà aussi évoqué, c'est que les latéraux adverses sont très souvent laissés libres. Et donc nous, nos latéraux, donc Koundé, Gérard Martin ou Baldé, montent très souvent avec un temps de retard. Et se crée donc le décalage pour l'adversaire qui peut profiter des espaces. Mais rien que sur cette image, vous regardez dans les 35 mètres du Paris Saint-Germain, il y a 2 fois plus de joueurs de la part du PSG. 8 joueurs pour le PSG, 4 pour le Barça. Si tu exécutes un pressing, tu sais que tu es d'ores et déjà perdant. Comment tu peux t'en sortir si tu as 2 fois moins de joueurs que l'équipe adverse? Pourquoi essayer de presser? Tu peux opter pour une tactique de pressing, de contre-pressing, mais si tu es sûr à 100% qu'elle va fonctionner, ou au moins à 90%, là tu pars, tu sais déjà que c'est pas possible, en plus face au Paris Saint-Germain qui a une capacité de relance XXL, de t'en sortir. Et vous regardez, c'est beaucoup trop facile. Lamine Yamal va essayer de presser Pacho. Pacho, il est dans un confort absolu pour servir Nuno Mendes. Donc nous, notre latéral, il est en retard. Il monte sur Nuno Mendes, mais c'est trop tard. Ce que devrait faire Lamine Yamal, c'est plutôt essayer de couper la transition Pacho-Nuno Mendes et qu'il y ait quelqu'un intérieur, un Dani Olmo ou un Ferran Torres, qui interdise Pacho de lui rentrer par contre intérieur si c'est cette solution qui est face à lui. Mais là, il y a déjà un temps de retard pour le Barça. Nuno va être dans le confort. Il fait un superbe 1-2 avec Mbaye. Et puis ensuite, il y a de l'espace. Mais la problématique, elle est créée avant du côté du Barça. La différence, le décalage est généré parce que tu fais un pressing qui ne sert à rien et qui manque totalement d'intensité et surtout de compréhension tactique de la part du FC Barcelone. Autre cas, cette fois-ci, qui montre un petit peu la cause d'un manque d'énergie et d'un manque d'intensité. On est en fin de première mi-temps seulement, et on voit un Barça qui va commencer à s'effondrer. Alors on l'a dit, on commence à s'effondrer à peu près à partir de la 30e minute de jeu, et surtout on va aussi s'effondrer sur la fin de la seconde mi-temps. Les 20 dernières minutes sont catastrophiques en termes d'intensité de la part du FC Barcelone. Alors est-ce que ça vient d'une équipe qui est un peu essoufflée déjà en ce début de saison, qui n'arrive pas justement à faire assez de changements, qui n'a pas assez de profondeur de banc? Je sais pas trop, mais à certains moments on peut un peu se poser des questions. Et là la problématique, c'est que Pacho, à aucun moment il a l'autorisation, il doit avoir le droit de faire 10 mètres sans être attaqué, et en plus de ça, à la fin de ces 10 mètres, d'avoir encore 10 mètres d'avance sur, typiquement, par exemple, un Lamine Yamal. Lamine Yamal, ça devrait même pas être le premier à le presser, il est à 10 mètres de lui. Comment est-ce possible? Imaginez qu'à la place de Pacho, ça a été un Vitinha, ça a été un Kimmich, par exemple, un joueur de ballon, un joueur qui s'est très bien relancé. Mais ça aurait été hyper compliqué pour le Barça de défendre cette action. Imaginez qu'à la place de Mbaye, en bas de votre écran, c'était un Gvara. Mais Gvara aurait pris la profondeur, ça aurait été encore plus compliqué pour le Barça de défendre cette action. Et même celle-ci est mal défendue de la part du Barça, puisque simplement Barcola va faire la différence sur Gérard Martin et va se trouver en 1 contre 1 face à Tech. Mais tout ça vient d'un problème de pressing au départ de Pacho, qui doit à aucun moment se trouver dans un confort pour lancer ses attaquants. Une autre situation intéressante qui va une nouvelle fois montrer la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire cette défense de couloir qu'on va voir sur cette action. Là, de prime abord, on pourrait se dire « Ah, on est bien situé, on a un bon volume, on a un bon corps d'équipe, tout le monde est un peu sur son joueur. » Si vous regardez dans le détail, non, pas du tout. Le latéral droit du Paris Saint-Germain est totalement tout seul, et vous voyez que Nuno Mendes va finir sur cette action une nouvelle fois tout seul. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois nos ailiers qui vont défendre dans un rôle axial. Lamine Yamal fonce sur Pacho, alors que la ligne de passe devrait être encore une fois couvrir plutôt par Ferran Torres. Pacho reçoit le ballon dans une sorte de confort, Lamine Yamal est déjà en retard, et ensuite regardez Nuno Mendes. On a déjà Koundé qui fait une course à haute intensité pour essayer de défendre sur lui, mais il a quand même un temps de retard de malade mental, Koundé. Et ce qui va se passer, c'est que Eric Garcia, regardez-le bien, lui, il va commencer à défendre couloir, forcément, puisque Koundé, il va délaisser son ailier. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le joueur intérieur du PSG va être totalement tout seul. Voilà, transmission de Pacho facile pour Nuno Mendes. Nuno Mendes qui envoie un long ballon, nous, devant notre écran, on se dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de perdre le ballon. Pas du tout, c'est pour Mayoulou qui est totalement libre puisque Eric Garcia a délaissé la zone axiale pour venir défendre sur l'ailier parce que Koundé lui était monté. La problématique, c'est qu'il y a un décalage qui est fait dès le début, une problématique de densité, de bloc collectif défensif de la part du FC Barcelone.
Et enfin, la dernière action que je vous montre, c'est le deuxième but du Paris Saint-Germain, qui vient lui aussi d'une action qui démarre mais très très bas, hein. Le PSG a eu le temps de bien revenir dans son camp, de bien faire tourner, de bien transmettre à Lucas Chevalier. Et là, on revient sur la problématique un petit peu de l'énergie et de la fatigue. On voit que tous les joueurs du Barça vont avoir un temps de retard. Zabarni est tranquille pour délivrer une très belle passe à Kanguinli. Kanguinli qui vient de rentrer un très bon jeu de corps justement pour arriver à se défaire de Koubarsi. On a dit Koubarsi est monté au même titre que tout à l'heure Eric Garcia était monté parce que Baldé précédemment a pris son latéral qui est dans ce cas-là Hakimi. Donc ça crée un déséquilibre de la part du Barça. Kanguinli dans son camp arrive à se dépatouiller pour se libérer de Koubarsi. Et ensuite cette passe. Mais regardez cette passe. La passe qu'il va faire au Titi parisien qui venait de rentrer, mais encore une fois, ça ne doit pas être autorisé de la faire. Elle est beaucoup trop simple. Il y a un énorme trou, il n'y a personne qui vient la bloquer. Et ensuite, c'est facile pour le Paris Saint-Germain. Regardez De Jong au départ et sur Vitinha. De Jong va lâcher Vitinha. Et regardez surtout le déplacement de Baldé. Baldé au départ est sur Hakimi. La problématique, on l'a dit, c'est que Koubarsi a délaissé l'axe. Donc Baldé, ce qu'il va essayer de faire, c'est de remplacer Koubarsi dans l'axe. Normal, tu essayes de défendre une zone qui peut être vite une zone de difficulté si un joueur adverse prend la profondeur. Il délaisse donc son couloir, mais Hakimi, lui, reste sur le couloir. Et ce qui se passe donc, c'est que Vitinha va recevoir le ballon. Et là, Koubarsi redécide, lui, de rentrer dans l'axe. Alors que dans ces moments-ci, je pense, selon moi, hein, après je ne suis pas un maître tacticien, mais que Koubarsi doit continuer à défendre comme un latéral, même s'il n'est pas latéral. Mais comme Baldé, lui, est revenu défendre, là, quand tu vois que c'est Vitinha qui a le ballon et qu'il y a Hakimi qui est seul sur le couloir, tu n'as pas l'autorisation de délaisser ce couloir. Et donc là, il y a plusieurs problématiques. Tout d'abord, l'intensité et la fatigue. Tu ne peux pas laisser Vitinha, comme tout à l'heure, Pacho, tout seul comme ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas laisser Vitinha, un maître du jeu comme ça, être dans un tel confort pour relancer le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, avoir totalement délaissé le flanc gauche. Et vous voyez, bah là, Hakimi a 2-3 planètes d'avance sur Baldé, sur cette action qui va se terminer, comme vous le savez, par le but de Gonzalo Ramos. Donc ça, c'était des petites images pour vous montrer justement les défauts qui étaient surtout le problème d'intensité et de cohérence, compréhension tactique d'un pressing et d'un contre-pressing de la part des joueurs du FC Barcelone. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont fautifs dans ces actions-là. Mais en plus de ça, il y a le troisième point que je vous ai évoqué juste avant, qui est cette problématique de la conservation haute. Alors là, je suis désolé, je vais vous montrer des images beaucoup moins belles parce que j'arrivais pas à faire des captures d'écran sur Canal, sur tout le match. Je pouvais que prendre des captures d'écran sur les highlights de cette rencontre. Mais en fait, ce qui va se passer du côté du Barça, c'est une nouvelle fois, hein, on attaque des fois beaucoup trop vite. Alors l'idée que j'essaye d'exprimer, c'est pas de totalement arrêter la verticalité. Ça nous a apporté beaucoup de choses positives. Et c'est aussi une des caractéristiques de cette équipe, de jouer la transition et des fois de jouer les coups rapidement. Mais la problématique, c'est qu'on en joue beaucoup trop et qu'ensuite on ne fait pas corps quand on les joue. Ce qu'il faut, c'est réduire un petit peu le nombre, parce que là, vous le voyez, il y a beaucoup d'actions où en fait, des joueurs partent un petit peu tout seuls n'importe comment. Et en plus de ça, ce qu'il faut faire, c'est quand on les exécute, que toute l'équipe aille également dans le camp adverse. Et du côté du Barça, on est des fois, je trouve, sur une équipe un petit peu immature, qui voit un espace et qui s'engouffre dedans. Or, le football, c'est pas tout le temps si facile que ça. Des fois, même vous, hein, pensez à ça. Quand vous voyez des joueurs qui sont libres devant votre écran, vous pouvez dire « Ah, mais passe-lui la balle, passe-lui le ballon, il est tout seul. » Et vous voyez, les joueurs, ils le font pas forcément. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas forcément de trouver un joueur libre, c'est surtout de se dire ce joueur libre quand il aura le ballon, est-ce qu'il sera en capacité de le bonifier? Est-ce qu'il ne sera pas trop en difficulté par rapport au bloc adverse? Et surtout, est-ce que lorsqu'il perdra le ballon, s'il perd le ballon, il ne mettra pas en difficulté, nous, notre animation défensive? Et donc des fois, on voit des joueurs qui ne font pas la passe à des joueurs qui sont libres. Et on se dit, mince, c'est dommage. Mais en fait, c'est logique tactiquement. Et du côté du Barça, je trouve que des fois, il manque de cette intelligence. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs voient un espace libre, ils se disent, il faut y aller. Bah, la problématique, c'est que beaucoup de joueurs y vont, on perd le ballon, ce qui peut arriver bien évidemment, parce que c'est des zones où c'est pas facile de le conserver, mais ensuite le problème c'est que l'équipe n'est pas compacte pour nous ensuite entamer un bon pressing. Et le problème c'est que dans notre style de jeu, on va entamer un pressing. Et le problème c'est qu'on va l'entamer avec un temps de retard. Et quand tu l'entames avec un temps de retard, c'est vraiment te mettre en grande difficulté. Donc de la part du Barça et de Flick, l'idée c'est pas de totalement arrêter ça, mais c'est de réduire un petit peu le volume. Et en réduisant le volume, en plus ce qui va être intéressant, c'est quand tu vas les faire, par contre ces attaques en rapidité, en verticalité, tu demandes à tout ton bloc d'y aller. Parce que c'est ça aussi la problématique, c'est quand on perd le ballon après ces phases rapides,
bah, le bloc il est trop déstructuré. On va voir les défenseurs qui sont loin, Gérard Martin, Koundé, les défenseurs centraux, même les milieux de terrain, ils sont loin des actions. Alors que justement, si on dit sur les peu d'occasions en verticalité qu'on a, on fonce tous dans le coin adverse, là au moins on aura un bloc qui sera un petit peu plus compact. Donc réduire un petit peu le volume pour avoir un bloc qui soit plus en intensité quand on va perdre le ballon. Je pense que c'est ça l'objectif pour essayer encore une fois que le Barça soit plus compact. On manque de compacité à la perte du ballon quand on joue ses actions rapidement. Normal et logique puisque c'est des attaquants qui foncent en attaque et que les joueurs qui sont derrière ont logiquement pas le temps de monter. Je vous ai donc montré ces images pour vraiment appuyer sur le fait que oui, le pressing finalement est la cause de bon nombre des autres problèmes qu'on peut évoquer. Il y a des défaillances aussi des fois individuelles. Le placement de Koubarsi sur l'égalisation du PSG est une défaillance individuelle. À certains moments, la ligne du hors-jeu n'est pas parfaite. Il y a des défauts à droite à gauche. Mais la majeure partie de ces défauts sont causés parce que le pressing de base, il n'est pas bon. Typiquement, l'erreur de Koubarsi. On l'a regardé et on l'a vu cette action-ci. Elle ne doit pas arriver si le pressing de base est bon. Donc on a l'impression que le seul fautif sur l'action, c'est Koubarsi. Mais l'erreur principale du Barça, elle est générée avant. Et c'est comme je vous le répète souvent. Souvent, on critique la ligne du hors-jeu. On dit c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop dangereux. On l'a vu avec les actions que je vous ai montrées. Typiquement, Pacho tout à l'heure qui a trop le temps de relancer l'équipe. Le problème, c'est pas la ligne du hors-jeu. Sur cette action, vous voyez bien que la ligne du hors-jeu, elle est très bien alignée. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pression sur Pacho. Il est là le problème. Il n'est pas le problème sur la ligne du hors-jeu qui, elle, fait très bien son travail. Donc ça que j'essaye de dire, c'est que oui, après, nos erreurs défensives, elles sont forcément mises en danger, mises en avant parce que notre bloc est extrêmement haut. Mais si on veut avoir ce bloc haut, l'objectif, c'est de bien réussir ce contre-pressing et ce pressing. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, comment est-ce qu'on pourrait solutionner tout ça? Parce que maintenant, c'est ça l'objectif, essayer de réfléchir à des éléments qui pourraient nous aider là-dedans. Apprendre tactiquement aux joueurs de bien savoir défendre et de bien exécuter un contre-pressing, c'est une des possibilités qu'il peut y avoir. Mais ça prend du temps parce que c'est une vraie leçon à administrer à tes joueurs. Autre solution, faire un effort qui soit sur le physique, sur l'intensité, mais ça, normalement, cet effort-là, il a déjà été fait cet été. Et la grande question, c'est surtout de savoir quel programme a été mis en place par le Barça, parce que là, on peut s'inquiéter du fait qu'on ait certains joueurs qui soient fatigués déjà début octobre, mais quel a été le programme choisi par le Barça? Est-ce qu'on est sur un programme dans lequel le mois d'octobre et novembre vont être des mois un petit peu difficiles en termes d'intensité pour être en forme en mars, avril, mai? Ou est-ce qu'on a été sur l'inverse et là justement ça ne marche pas et là ça serait une grosse problématique? Moi je ne le sais pas, je ne suis pas dans le staff du FC Barcelone. Donc je ne vais pas trop me pencher sur ce point-là. Mais en revanche, pour moi, il y a une solution qui saute aux yeux et qui faciliterait tout, et je vous en ai déjà parlé dans une certaine vidéo, c'est le retour du milieu à 3, du milieu du 4-3-3. Donc je vous ai fait une vidéo vraiment détaillée sur le pourquoi du comment, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je comprends par exemple les doutes sur un Bernal qui n'est pas encore prêt, et moi je vous le dis direct, c'est pas grave si c'est pas Bernal. Ça peut être Casado dans un premier temps en attendant que Bernal retrouve un certain niveau. Ça peut être un De Jong dans un premier temps et tu mets un autre joueur en tant que relayeur. La problématique, c'est pas forcément d'avoir Bernal, Pedri, Frenkie De Jong. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on essaye, ce que Flick essaye de faire, au moins dans un premier temps, c'est juste le milieu avec une pointe basse et 2 relayeurs. Pourquoi? On l'a dit tout simplement parce que ça va nous aider sur le contrôle du ballon. Je ne vais pas vous résumer toute la vidéo, mais c'est ça l'idée. Et ton contrôle du ballon, il permet à ton bloc d'être plus compact. Et donc le fait que ton bloc soit plus compact, ça va énormément t'aider dans ta récupération du ballon. Parce que c'est-à-dire que même les joueurs qui ont des lacunes tactiques, des lacunes de placement, ils vont déjà être placés haut. Donc tous les petits moments qu'on a disséqués, là, qu'on a remarqués, où nos joueurs ont toujours un temps de retard, quelques mètres, etc. Ils doivent faire l'effort supplémentaire, et Koundé qui doit monter sur le latéral adverse, et ensuite Eric Garcia qui doit se déporter sur le couloir. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que notre bloc sera déjà placé haut. Donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. En plus de ça, ça résoudra un autre problème qui est la problématique de l'énergie et de l'intensité. Plus tu conserves le ballon haut, plus tu arrives toi à faire courir ton adversaire et plus tu vas le récupérer vite, donc moins tu vas dépenser d'énergie dans cette récupération. Donc quand tu vas avoir exécuté des courses à haute intensité, des pressings à haute intensité, tu vas pouvoir plus souvent le faire parce que justement, encore une fois, ton bloc aura été placé haut sur le terrain. Donc tu auras moins de difficultés à l'exécuter et la problématique de la fatigue se fera, selon moi, moins ressentir. Après, à côté de ça, bien évidemment qu'il faut une remise en question collective et individuelle de la part de certains joueurs qui ne font pas certains efforts ou qui ne bloquent pas certaines actions. Moi, je ne pense pas que ce soit définitif et je ne pense pas que ce soit qu'une question d'envie. Je pense qu'il y a tout simplement une question de réflexion tactique aussi autour de la chose. Il y a eu un Barça qui longtemps a eu Lewandowski en pointe. On demandait aux ailiers de venir intérieurs pour défendre.
Ça paraissait assez logique parce que Lewandowski n'était pas en capacité de le faire. Maintenant que tu vois de plus en plus un Ferran Torres et donc qui n'est pas le même style d'intensité défensive qu'un Lewandowski, réfléchir à une autre structure défensive pour vraiment que nos ailiers, eux aussi, ils aident à défendre sur leurs latéraux. Parce que là, la grosse problématique dans le pressing du Barça, c'est notamment celle-ci. Donc avoir aussi une réflexion tactique par rapport à la chose. Et aussi retrouver nos blessés parce qu'ils vont nous aider aussi à amener un peu plus de fraîcheur et donc mettre plus d'intensité sur le terrain. Mais selon moi, on résoudrait énormément ce problème avec un 4-3-3 avec une pointe basse. Alors voilà, l'objectif, et moi ce que j'aimerais bien, c'est que Flick au moins l'essaye une fois. La difficulté, c'est que je sais que Flick, c'est pas son style de football. Il est habitué au 4-2-3-1. Mais ce qui montre aussi la grandeur de certains coachs et certains entraîneurs, c'est également la capacité à pas être entêté dans les difficultés que tu peux rencontrer. Et Flick, on connaît sa capacité à faire des ajustements assez rapidement. Mais celui-ci, c'est un gros ajustement, je l'entends, mais juste au moins le tester, le voir un petit peu. Voir si ça résout certaines problématiques. Et ensuite, si le problème est plus profond que ça, revenir sur une autre solution. Mais celle-ci paraît quand même assez facile d'accès dans un premier temps, donc pourquoi pas la tenter. Mesdames et messieurs, c'était mon analyse sur les difficultés un petit peu actuelles du FC Barcelone dans l'animation défensive. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ou remarqué d'autres choses dans cette animation défensive un petit peu défaillante de la part du FC Barcelone contre les gros. On le rappelle, je me permets une nouvelle fois de vous dire que c'est pas la crise du côté du Barça. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites contre les petites équipes, les moyennes équipes, même certaines fortes équipes. On continue à mettre un football qui est vraiment très intéressant et beau à regarder. Et puis rien n'est fait. C'est un match, c'est la deuxième journée de Ligue des Champions. On va pas tirer trop de conclusions là-dessus. Mais c'est vrai que ça met en avant certains éléments et que c'était important un petit peu d'en parler parce que ça commence à être de plus en plus récurrent. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.